Eh bien voilà, il est 8h50 sur Studio Kalita, on l'a attendu, il n'est pas encore arrivé, mais donc nous avons décidé de commencer le dialogue autour de ce colloque sur modernité et transcendance sans son organisateur, le Rav Raphaël Sadine, qui ne devrait pas tarder à arriver, mais nous avons le plaisir, comme vous le savez, de recevoir Antoine Mercier, qui va animer la quasi-totalité ou la totalité des tables rondes donc, de ce colloque qui va se tenir dimanche 26 et lundi 27 mai à Jérusalem, au centre Begin. Je me demande même si ce n'est pas déjà, c'est-à-dire à guichet fermé, parce que je crois qu'il y a plus de 300 inscrits. Donc, si vous voulez encore vous inscrire pour ce colloque, eh bien, il faut faire vite. Et c'est donc un thème extrêmement intéressant, modernité et transcendance, qui est très général aussi, on peut le dire. Alors, quel est l'objectif, Antoine, à travers ce colloque ? Je crois que c'est de faire communiquer précisément le monde de l'étude et puis le monde de intellectuel en général, la réflexion générale. Si vous voulez, modernité et transcendance, c'est le Rav Sadine qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui a trouvé ce titre qui me paraît tout à fait correspondre à l'actualité. L'État d'Israël d'aujourd'hui, mais c'est même ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, même de l'État général, si vous voulez. Il y a une espèce de lutte, une espèce de combat entre la modernité qui, elle, a toujours tendance à vouloir araser ce qui dépasse ou ce qui précisément, ce qui est une loi ou ce qui a une nature un peu transcendante, parce que la modernité refuse... telle qu'on la connaît, je parle de la modernité par exemple occidentale, la modernité occidentale qui par exemple ne veut plus de différence ou veut simplement dire que les genres ne sont plus ce qu'ils étaient, ou qui veut sortir de la catégorie des espèces, par exemple. L'antispécisme par exemple, c'est une offensive en Europe assez extraordinaire. Comment il y a des gens qui se mobilisent pour essayer de faire idéologiquement passer l'idée non que il n'y a pas parler d'espèces humaines par rapport à une espèce animale, c'est pas bien, donc il faut araser cette rupture, qui est précisément une rupture qui vient de l'ordre de la transcendance. Donc il y a une modernité qui est simplement ce que le Rav Sadine nous dira tout à l'heure, peut-être le 4e empire, c'est-à-dire l'empire romain, qui le marché et le droit, qui vise à entièrement araser donc la société pour qu'il y ait une permissivité globale, finalement, et puis la transcendance qui, au contraire, elle organise, mais en même temps soumet l'homme à une obligation morale. Donc, c'est ce combat, finalement, de titanesque, un peu, qui se produit dans le monde et qui se rassemble et qui est un thème central, à mon avis, pour le point où on en est. Il se trouve qu'Israël... elle est à la croisée des chemins. Voilà, elle est à la croisée des chemins, parce qu'elle vit aussi dans cette problématique. Mais elle a vit de manière différente de l'Europe, on le disait un peu tout à l'heure aussi. Disons qu'elle essaye, Israël essaye aujourd'hui de faire la synthèse positive du fait que la transcendance ne peut pas évidemment être absolue, ni être qu'elle doit absolument s'intégrer, se réaliser dans la réalité. C'est-à-dire c'est cette notion de dire qu'il y a une réalisation de cette loi, de ce vécu juif qui doit précisément arriver à ce que ces deux termes ne soient plus opposés et que la modernité puisse aussi vivre avec une forme de transcendance sans qu'on vive de manière archaïque. Alors, c'est peut-être aussi, alors je ne sais pas si vous le voyez aussi comme cela, mais on peut le considérer ainsi. Un colloque comme celui-là, peut-être il y a quelques années aussi, n'aurait pas eu lieu ou n'aurait pas été possible parce que quelque part il y avait une sorte de compartimentage et même de bras de fer entre les deux. Or là, il y a on a le sentiment que les deux peuvent apprendre à vivre ensemble. Je crois vraiment le mérite revient au Rav Sadine encore une fois parce que il a vraiment ce souci pour le monde orthodoxe finalement. C'est pas évident de se dire c'est quand même important d'échanger des idées. Voilà. Le monde orthodoxe c'est Chadash Asur Minatora, c'est-à-dire interdit de voir le nouveau. Il faut tout le temps se référer à l'ancien. Et puis ce qui compte, c'est l'étude et tout ça. Et puis ce qui se passe. Voilà. Or là, la jonction doit se faire quand même avec si vous voulez, moi. Et là aussi, peut-être que. Je ne suis pas un orthodoxe, évidemment, mais je pense que si on étudie, si on est tellement impliqué c'est quand même pour que ça résonne aussi pour l'ensemble de l'humanité, enfin en tout cas du peuple juif déjà et puis de l'humanité. Donc c'est quelque chose qui doit se rattacher et il doit y avoir un dialogue possible. Or, le Rav Sadine fait partie des rares, je vais dire rares, non, il y en a quand même un certain nombre. Il y en a de plus en plus. Voilà, de plus en plus. Philosophes qui s'intéressent à la culture générale, qui ont des idées, qui peuvent vraiment en imposer sur le plan de la discussion intellectuelle argumentée. Et ça, c'est très très important
importants, et il y en aura donc quelques-uns pendant cette soirée, parce que le plateau, je trouve, est tout à fait révélateur de ça. Un débat entre, par exemple, le Rav Daniel Epstein et Elie Lemel, c'est déjà en soi même un débat passionnant. Voilà, parce que là, justement... On a deux approches, là. Voilà, on s'intéressera sur philosophie et Torah, finalement. Comment ça marche, justement, ce dont on parlait? Comment est-ce que les deux peuvent être en dialogue? Est-ce que l'une est plus importante que l'autre, ou est-ce que qu'est-ce qui fait que la Torah finalement dépasse la philosophie, mais qu'en même temps la philosophie n'est pas contraire à la Torah? Bon, c'est un débat qui est plus maïmonide. Et surtout dans le monde orthodoxe, ça peut paraître même tout à fait surprenant, parce que le monde orthodoxe nous habitue à l'étude de la Gemara à outrance presque, hein, et pas tellement à la marshava, à la réflexion philosophique. Et aujourd'hui, on voit que quelque part, à travers des différents penseurs, hein, je pense en particulier au Rav Moshe Shapira, qui est un penseur qui est mort il y a un peu plus d'un an, ici à Jérusalem, qui était le maître de Béni Lévi, par exemple. Il y a cette approche et cette volonté de concilier les deux. Tout à fait. Et Daniel Epstein, qui lui est par exemple, dont on dit qu'il a amené Lévinas en Israël, et c'est vrai qu'il a traduit les lectures talmudiques, etc. Oui. Donc je crois que par exemple la figure de Lévinas, c'est quelqu'un qui s'est tenu sur cette crête de l'étude et de la philosophie. Bon, évidemment, c'était plus un philosophe qu'un talmudiste, mais quand il faisait, malgré tout... C'est la différence entre Manitou et Lévinas, peut-être? Oui, peut-être. Mais en tout cas, lui, quand il faisait de la philosophie, c'était évidemment de la vraie philosophie, entre guillemets, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était pensé comme un système de pensée. Et puis, quand il étudiait, quand il faisait ses lectures talmudiques notamment, c'était fidèle quand même au texte, c'était fidèle à l'esprit. On ne peut pas dire que ça a été tronqué, évidemment. Ouais. Donc, il a réussi c'était peut-être difficile, de tenir les deux bouts avec deux manières de fonctionner. Alors, je ne dis pas que Lévinas est l'exemple, parce qu'il faut arriver peut-être à ce qu'il n'y ait pas cette séparation complètement, mais je pense que la Torah a vraiment à apporter à la réflexion générale, et je pense que les structures et les ingrédients de la réflexion intellectuelle sont des éléments importants pour l'étude. Moi, c'est ce que je pense personnellement. Oui. Je pense que, par exemple, quand l'étude telle qu'on la pratiquait dans certaines yeshivot en Lituanie, par exemple, c'est évident qu'il faut quand même aussi avoir une idée le texte même de la Gemara nous amène à un concept, nous amène à quelque chose qui est intellectuel, qui est quelque chose qui doit être raisonné. Voilà, le Dieu est mis à l'écart de tout ça. Voilà, alors on a le plaisir enfin d'accueillir le Rav Raphaël Saadine, qui arrive avec un léger retard, mais on a commencé à parler, on a pas mal défriché le terrain avec Antoine. On a dit que du bien de vous, Rav Saadine, et justement on expliquait, peut-être que d'une certaine manière, ce colloque que vous organisez, eh bien c'est peut-être le signe que les choses ont quelque peu changé, que peut-être modernité et transcendance, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on n'aurait peut-être pas pu organiser un colloque de ce type avec des penseurs du monde orthodoxe et on va dire des gens qui se réfèrent plus fortement à la modernité. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'on se trompe? On va parler dans le micro plus près. Voilà. On va déjà, le collègue d'intellectuels juifs avait vu l'intervention de personnes qui étaient quand même de mouvance orthodoxe. Bon, c'est vrai que c'était un peu différent Manitou, et d'autres étaient vraiment des orthodoxes. Mais je pense que c'est plutôt un manque énorme. D'ailleurs, c'est incroyable la réaction. Quand j'ai pris le centre Begin, on m'a dit « T'es complètement dingue, tu fais un premier colloque, tu as 300 places ». Intellectuel, modernité transcendante, la moitié de la population sait pas ce que c'est transcendance, qu'est-ce que c'est que cette bête-là, t'es complètement fou, tu vas te planter. Et surtout que j'avais été invité il y a quelques années, je sais plus, 5-6 ans, par Shmuel Trigano, au même endroit, pour un colloque. C'est vrai qu'il y avait 30-40 personnes dans la salle. Oui. Et j'ai dit non. Quand on m'avait invité à Paris il y a quelques années aussi, à un genre de débat justement avec les frères Bogdanov, je sais pas si vous connaissez. Et il y avait 400 personnes dans la salle. Non, c'est que il y a une vraie demande. Une vraie attente. C'est-à-dire de reconduire un peu l'excitation intellectuelle qu'il y avait avec le collège d'intellectuels juifs
mythique de l'époque avec Lévinas, etc. Et une vraie demande du retour à la réflexion juive, parce qu'aujourd'hui on est arrivé à un niveau, sans vouloir bien sûr offenser personne. Mais la différence, c'est de dire, là il y a des représentants, on va dire, du monde orthodoxe. Haredi. La majorité Haredi. C'est ce qui est peut-être un peu un changement, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de volonté de dialogue, un rapprochement avec certains penseurs de la modernité, on va dire comme ça pour simplifier, et peut-être de l'autre côté aussi une demande en direction du monde orthodoxe de mieux comprendre les phénomènes qui existent à l'intérieur du monde orthodoxe. Oui, mais c'est pas un événement sociologique de rapproche des gens, c'est plutôt la volonté d'une authenticité intellectuelle. On a aujourd'hui beaucoup, malheureusement, ou peut-être que c'est comme les choses sont ainsi. Vous avez beaucoup de colloques, beaucoup de symposiums qui sont animés par des gens absolument pas pratiquants, donc qui ne connaissent pas l'intérieur, le judaïsme, et qui parlent de judaïsme sans savoir lire une page de Gemara, par exemple. Ce qui est tout à fait aberrant. Est-ce qu'on penserait qu'un mathématicien va disserter sur les mathématiques s'il n'est pas capable de faire une multiplication? Donc on a un problème. C'est qu'il y a énormément d'intellectuels juifs qui s'expriment sur le judaïsme sans avoir aucune connaissance réelle des pratiques du savoir judaïque. Et vous avez des personnes, effectivement, qui sont plongées dans l'étude authentique, rigoureuse de l'étude, mais qui n'ont aucune présence publique, qui ne sont pas dans le passage du concept intellectuel audible par tous. Donc nous, notre intention, c'est plutôt de faire saillir, pourquoi est-ce qu'on a pris ces contraires, pour faire saillir une parole authentique de Torah qui est énormément attendue par les gens. Alors, lorsqu'il y a une table ronde, en tout cas une conférence, donc par exemple dimanche, je lis le programme avec vous, on a parlé de la table ronde entre Daniel Epstein et Elie Lemel, mais lorsque vous dites désir et vérité avec Raphaël Sedine et Gérard Haddad, alors c'est lui désir et vous vérité, ou c'est autre chose? Pas du tout, je ne laisserai pas le désir dans les mains du psychanalyste. Le désir est un concept éminemment juif. Plus que ça, il y a je ne vais pas révéler les secrets, mais il y a des textes fondateurs qui disent que sans désir, il n'y a pas de connaissance. C'est-à-dire que le désir est pour la Torah et dans le judaïsme. Et on va essayer de montrer aussi comment la question du désir est éminemment liée à la question de la connaissance. Et s'il y a aujourd'hui une sorte de folie du désir, c'est un désir qui va dans tous les sens dans le monde occidental, et qu'il y a un effondrement de la notion de la connaissance, c'est profondément lié. Et c'est ça qu'on va essayer de démontrer. Et vous pensez qu'on peut canaliser ce désir vers la connaissance de la Torah, la connaissance de... Non, c'est plus que ça. Le désir est ce qui permet à l'homme de s'arracher de la somnolence de son être. En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'un animal n'a pas de connaissance? Parce qu'il est satisfait de son être. Il n'a pas de désir. Il a des besoins. Il parle pas aussi. Il a des besoins. Oui. Il n'a pas de désir. Le désir, c'est déjà un pont vers l'au-delà de soi-même. Et donc, il ouvre la toute possibilité de connaissance. C'est quoi la connaissance? C'est l'intégration d'un ailleurs en moi. Vous connaissez quelqu'un d'intelligent ou de bête s'il est intéressé par autre chose que ses besoins matériels de vie quotidienne, s'il est intéressé par la culture, il aime quelque chose qui devient lui-même en étant profondément et intimement étranger à lui-même. C'est ce décalage-là qui est l'humanité elle-même. Donc le désir est la porte ouverte vers la soif d'un ailleurs, qui est la porte ouverte à la connaissance. Alors, ça va être dur pour Gérard Haddad. Non, mais lui va arriver avec ses sabots psychanalytiques. On va voir, c'est ça qui va être intéressant. Alors, non, je voudrais, vous nous l'avez expliqué, mais on en a parlé aussi avec Antoine, dire pourquoi vous avez tenu à organiser ce colloque ici. Vous avez ressenti un besoin particulier? Vous parlez de Jérusalem? Oui, à Jérusalem, mais enfin non, c'est-à-dire, c'est important. Bon, Jérusalem, c'est peut-être aussi effectivement important. La vraie raison, c'est que j'habite à Jérusalem. Non, parce que vous parliez du colloque, Rav Sadine, vous parliez du colloque des intellectuels juifs. Mais ça, c'est un truc un peu français. Voilà, c'était français. Donc ici, c'est quand même assez... on disait qu'on a déplacé les centres de gravité de Paris à Jérusalem aujourd'hui. C'est vrai que je suis un original par rapport à cette question-là. Moi, je suis Rosh Kollel, d'un kollel extraordinairement orthodoxe. C'est un des kollels les plus rigoureux, les plus réputés d'Israël, avec des avrechim qui viennent de Ponovitch, de Tifrach et de Hebron et de Bet Betinaou pour tous. C'est vraiment le classique du classicisme. Mais je pense lituanien, mais je pense que le monde israélien a besoin, le monde orthodoxe israélien, a besoin de s'intéresser aussi à la façon d'aborder la question de la vérité de la pensée chez les Français.
c'est vrai que c'est mon opinion, je pense qu'il y a dans la guicha, dans l'approche française, dans l'approche aussi philosophique, quelque chose que peut apprendre. Que nous, talmudistes, étudiants, devons Chorba Bagouim terminer. Plus que ça, il y a une tradition de la pensée juive énorme, peu connue malheureusement, mais énorme, médiévale, le Maral de Prague, chassidite, qui n'est pas suffisamment intégrée dans l'étude de Shimot et des Kolélim. Et c'est une porte ouverte à la Torah, je ne parle pas ici de modernité. On disait, il y a des changements qui interviennent dans le monde orthodoxe à ce niveau-là. Je dis, par exemple, moi, j'ai cité tout à l'heure le Rav Moshe Shapira, qui était, on va dire, une sorte, peut-être pas un précurseur, mais en tout cas, véritablement une autorité dans le monde lituanien, qui est aussi, donc, à développer la marchava, la pensée juive dans ce milieu qui n'était pas particulièrement friand au départ de ce genre de... Complètement, vous avez entièrement raison. Rav Moshe Shapira Zatzal a été une bombe explosive, une dynamique. C'est-à-dire qu'il a été véritablement quelqu'un qui a un pavé dans la mare. C'était un immense Talmud Chacham, un immense talmudiste, un immense lamdan, un immense profondeur. Et il a ouvert une brèche. Une brèche énorme. Mais en vérité, il n'a rien innové. C'est de la tradition de la pensée. Elle a toujours existé. Il s'est passé un événement historique à Haskalah. La Scala, ça va les Lumières juives, entre guillemets, les Lumières, qui ont en vérité détruit le patrimoine culturel juif pour s'identifier à la modernité. Je vais schématiser, parce qu'il y a des gens dans la Scala qui étaient très religieux, il y a des gens dans la Scala qui ont essayé aussi d'intégrer le judaïsme dans la modernité, etc., etc. Mais il s'est passé un phénomène historique globalement, où la pensée des Lumières, la pensée philosophique a été un instrument pour détruire la tradition juive. Et donc il y a eu par définition une méfiance et un rejet de tout discours philosophique ou scientifique par rapport au monde traditionnel qui a voulu rester fidèle à la vérité de la révélation. Mais je pense que c'était normal à une certaine époque, mais aujourd'hui on est assez fort pour pouvoir récupérer la Torah. Je parle de Torah, pas de philosophie. La Torah qui a la Torah plusieurs formes. Une des formes de la Torah, c'est la pensée juive qui vient du Kuzari, de Maïmonide, le Moreh Nevuchim est un chef-d'œuvre absolu de la philosophie médiévale, du Maral de Prague, etc., qu'il faut absolument réétudier. C'est une partie de la Torah qui est restée dans l'ombre. Alors un mot concernant la modernité, parce qu'aujourd'hui la modernité, elle nous touche à tous, et en particulier à travers, et là je vois qu'il y a un colloque qui va terminer, qui va être l'une des conclusions, l'une des tables rondes des conclusions, si je me dis à l'avant-dernière table ronde, c'est transmission et nouvelles technologies. Parce que les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, on va parler de ça, parce qu'on est obligé d'en parler, les réseaux sociaux sont incontournables aujourd'hui, et la question que l'on se pose, c'est est-ce que finalement, parce que là aussi vous parlez de savoir et de quête de savoir, c'est aussi un instrument incontournable pour savoir, mais la question de savoir que savoir aussi également, et comment utiliser cet instrument pour mieux savoir, pour mieux connaître, mais et pour s'enrichir, peut-être pas, c'est-à-dire comment on fait la distinction entre le bon savoir, le savoir qu'il faut savoir, et le savoir dont il faut s'éloigner. Je ne sais pas ça m'intéresse beaucoup d'écouter ce que vont dire Rav Hirkia Ben Chitrit et Jérémy Bérébi. Moi, mon opinion personnelle, c'est que ce n'est pas du savoir. C'est qu'au contraire, c'est une acculturation de masse. Internet. Y compris Torah Box, vous voulez dire. Ça, je ne sais pas. Et non, c'est ça. Il y a une acculturation de masse parce qu'on fait croire pour du savoir ce qui n'est pas du savoir. On mélange l'initiation, le savoir. Mais dans les réseaux sociaux, il y a ça et ça. C'est ça qui est. C'est ça, il y a tout. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut suivre des milliers de shiurim sur notre portable. Si on utilise ce portable à bon escient, on peut s'enrichir au niveau intellectuel. Alors en quoi ça serait donc un problème selon vous ? Non, ça veut dire que même si techniquement, si vous suivez un cours de Gemara ou de Halacha sur votre ordinateur, ça peut être très, très intéressant. Mais de toute façon, ça ne remplacera jamais un rapport d'homme à homme, d'élève à rabbin, d'élève à initiateur, de maître à élève, à disciple, qui est essentiel au contenu même du savoir. C'est-à-dire que le savoir, ce n'est pas une information. Le savoir, c'est une initiation. Et l'initiation, elle est interactive, elle est interhumaine. Or, aujourd'hui, devant son ordinateur, il est absolument maître. Il peut couper la parole au maître, il peut l'arrêter au milieu s'il veut boire un café. Donc, ça fausse le rapport à la vérité, ça fausse le rapport à la connaissance, sans compter qu'il y a aussi des courts-circuits et des raccourcis extraordinaires dans Internet, où il n'y a pas de contrôle de la véracité de cette parole, et tout est mis au même niveau. Donc, on arrive à un bilboul, à un balagan, comme en français, je dirais, à une confusion absolue, où toutes les valeurs hiérarchiques de la connaissance
connaissance, où toute l'exigence initiatique de dépassement qu'exige un itinéraire de connaissance est annulée pour un rapport de consommation immédiate à la connaissance qui détruit l'essence même de la connaissance. Donc lorsqu'on veut savoir, il faut aussi sélectionner son savoir, il faut également être prudent là-dedans, parce que quelque part un homme qui a de bon sens, qui a de bonnes intentions, eh bien, il peut aussi extrêmement s'enrichir grâce à ça. Oui, mais il faut savoir que ça soit accessoire, pas que ça soit essentiel. Aujourd'hui, il y a des gens dont l'essentiel de leur connaissance théorique vient d'Internet. C'est pas possible. Il faut qu'ils aient un maître, il faut qu'ils aillent à des cours. Comment vous expliquez ça, que finalement la connaissance dépend non pas de la chose à connaître, mais de la manière dont elle est transmise? C'est un truc difficile à intégrer. Autour du verbe et autour du concept, il y a tout un univers poétique, tout un univers spirituel qui donne un sens à ce verbe. Si je vous dis « aime ton prochain comme toi-même », aime ton prochain comme toi-même, c'est une phrase que tu peux méditer, que tu peux comprendre. Bon, ça veut dire qu'il faut être moral, il faut être gentil. Après, tu peux aller beaucoup plus profondément. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'identité entre moi et l'autre. Après, tu peux aller vers la rupture de l'ego. Ça veut dire qu'il faut un maître pour vous faire passer tous les paliers et tous les escaliers de la profondeur d'une proposition. Si elle est inscrite sur un écran et que vous la recevez, vous ne bougez pas. Vous comprenez l'information selon les critères que vous avez déjà préétablis dans votre faculté cognitive. Ça veut dire que vous ne grandissez pas. Vous assimilez de la connaissance. C'est de la consommation. Il faut être bousculé. Il faut être interrogé, il faut être mis en demeure de se dépasser. Ça, c'est un rapport humain. Ça ne se fera jamais sur Internet. Alors, eh bien voilà, on a bien commencé à comprendre ce qui va se passer pendant ces 2 prochains jours, c'est-à-dire dimanche et lundi, au colloque organisé par le Rav Raphaël Sadine, qui se tiendra donc au centre Béguine, à partir donc, c'est dimanche soir à partir de 19h, on va dire 19h, 19h15, soirée métaphysique, et lundi, soirée contemporaine, lundi 27 mai, également à partir de 19h, 19h15. Donc vous êtes bien entendu tous invités, mais non, pas tous invités, puisque on disait que c'est presque, ça se joue à guichet fermé, presque. Les gens qui ont réservé leur place auront bien entendu la priorité. Réservez vos places. Comment on fait s'il y a encore... Le problème, c'est, je vous dis, il y a 300 places. Il y a déjà 270 réservations. D'accord, il reste 30 places. Alors on va dire qu'on va espérer que certaines personnes ne viennent pas. Donc, si ceux qui ont réservé, on va tous venir. Mais vraiment, il reste très peu de places. Donc, ceux qui veulent absolument venir, qui réservent tout de suite, ils ont encore jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à dimanche midi. Voilà, ils ont différents. Et après, s'il n'y a plus de place, on peut toujours tenter de venir en pensant que d'autres, ceux qui ont réservé, ne viendront pas. Voilà. Mais on a été surpris, effectivement, par le nombre extraordinaire de gens qui se sont inscrits. Et donc, soulignons encore que le modérateur de ces tables rondes, de ces discussions et débats sera donc Antoine Mercier, avec lequel nous avons eu l'occasion de passer cette heure d'actualité sur Studio Kalita. C'est presque un événement messianique. Voilà. Le rédacteur en chef de France Culture vienne parler de judaïsme. Est-ce que c'est pas un signe du Mashiach? C'est un signe. Il y a beaucoup de signes. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin donc sur Studio Kalita. Le dialogue et la discussion étaient déjà passionnantes. Ça donne beaucoup d'espoir pour ce qui va se passer dimanche et lundi. Merci beaucoup d'être venus ce matin. On avait prévu... on fait chaque vendredi, mais on est tellement emporté par la discussion de prévoir un Dvar Torah à chaque fois le vendredi à la fin de cette heure d'actualité. Alors, Rav Sadine, peut-être pour perpétuer la tradition, pour que l'on ne brise pas cette tradition, un petit mot sur la paracha de cette semaine, Bechukotai. Oui, alors le chok, vous savez que la notion de loi, c'est une notion fondamentale. Le chok, la loi juive n'a aucun rapport avec la loi. D'un point de vue anthropologique, c'est extraordinaire. La loi, dans toutes les nations, dans toutes les civilisations, elle est là, en vérité, pour coordonner, organiser le social. Or, chok en hébreu vient du mot chakouk. Chakouk, ça veut dire graver. De graver. Or, la différence entre une écriture et une gravure, c'est que l'écriture, l'encre est sur le support. Oui. La gravure, c'est que l'écriture fait corps avec le support. Comme si on nous disait que la loi, en vérité, fait corps avec l'être le plus intime de chaque individu, de chaque juif, de chaque humain. Et donc, on va ici, l'enseignement va à l'encontre de la théorie paulienne, où le joug de la loi extérieure. La loi juive n'est jamais une loi extérieure que tu es obligé, comme un esclave, de
faire. C'est pas du tout ça. La liberté, Harut, on dit, la Gemara nous dit. Encore que Chok, hein, lorsque on parle de Chok, c'est surtout, c'est souvent une loi, c'est la loi qu'on comprend pas. Qu'on comprend pas. C'est encore plus intéressant. Ça veut dire qu'on nous dit, Harut imposé. Hein. Exactement. On nous dit Harut à la Luchot, gravé sur les tables de la loi. La Gemara nous dit ne lis pas Harut et la Herut, liberté. Oui, extraordinaire que ça soit liberté. La Torah, c'est tout sauf la liberté, c'est la vérité, d'accord, mais on t'embête toutes les 2 minutes. Pourquoi c'est liberté? Parce que la notion de la liberté, nous dit le Maharal de Prague, c'est d'arriver à l'essence de toi-même. Or, c'est pour ça qu'il y a 613 mitzvot, qui correspondent à 248 positives, 365 négatives, qui veulent nous dire que c'est par rapport à 248 membres du corps et 365 nerfs du corps. Comme si on te disait que chaque mitzvah correspondait à un membre de toi-même, à une dimension métaphysique de ton corps, et que cette mitzvah est une passerelle de lumière pour l'épanouissement total de ton être vers Dieu. Ça veut dire que la mitzvah n'est pas que quelque chose d'extérieur, elle a une dimension transcendante, infinie, qui te dépasse complètement, mais elle renvoie à quelque chose de plus profondément lié à ton identité. Elle te rend libre, parce qu'elle te permet d'épanouir une dimension de toi-même. Donc, Chok, c'est pas, comme dans l'anthropologie chez les nations, une loi extérieure imposée dont l'homme doit s'accommoder. Elle est la clé de voûte d'un dévoilement infini de ton essence. Et c'est à l'encontre même de la conception paulienne qui avait accusé le judaïsme d'être une religion de la loi extérieure. Ouais. C'est véritablement le contraire qui est dit dans la Gemara. C'est chaque mitzvah, quand quelqu'un étudie les tefilines, il y a une sorte d'harmonie entre le cœur, l'esprit, l'acte, et ça devient une partie de toi-même. Beaucoup de gens aujourd'hui ne pourraient plus vivre sans Shabbat. Shabbat est une partie de leur temporalité. Eh bien voilà, on a eu aussi droit à notre petite Vartora ce matin pour conclure cette heure d'actualité sur Studio Kalita. On est bien en retard puisqu'on termine cette heure en général à 9h. Il est 9h15 sur Studio Kalita. On vous souhaite bien entendu de passer une agréable journée. Shabbat Shalom. On se retrouve dimanche et je vous rappelle donc ce colloque organisé par le Rav Sadine avec pour modérateur Antoine Mercier dimanche et lundi au centre Begin à Jérusalem. Bonne journée, Shabbat Shalom à dimanche.